Ah, écoutez, vous avez raison, je me suis retiré depuis bientôt 10 ans avec mon épouse Awida sur les lieux de ma naissance et de mes premières éducations. Je dis mes premières éducations parce qu'un homme de mon âge n'a pas eu qu'une seule éducation. Mais pourquoi Awida? Parce que c'est la seule ville que je connaisse vraiment par cœur, malgré sa mauvaise réputation, que nous travaillons à changer. Et puis, si ce n'était pas Ouida, ce serait Cotonou. Or, j'ai vécu par la force des choses 20 ans à Cotonou et j'en avais largement assez. Il me manquait la paix de Ouida, le calme de Ouida, la sérénité de Ouida. Et puisque nous sommes à 40 km de Cotonou et que désormais, grâce à la route qui passe, nous sommes à 45 minutes de voiture, bon, si vraiment Cotonou me manque, j'irai, mais je fais en sorte que Cotonou ne me manque pas du tout. Voilà pourquoi je suis à Ouida. J'ai commencé à Ouida et tout porte à croire que je finirai à Ouida, vu le peu d'âge qui me reste à vivre. Ben, écoutez, pour moi, il n'y a pas plusieurs démocraties, il y a la démocratie, tout court. La démocratie dont Sir Winston Churchill, qui fut Premier ministre du Royaume-Uni pendant la Deuxième Guerre mondiale, la démocratie dont il a dit qu'elle est le plus mauvais de tous les systèmes à l'exclusion de tous les autres. Quand vous avez parcouru tous les autres systèmes dans l'histoire, dans le temps, dans l'espace, vous dites, mon Dieu, la démocratie est mauvaise, mais c'est elle seule qui permet au peuple de s'en sortir. La preuve, c'est que l'Union soviétique, après 70 ans de marxisme-léninisme, de socialisme scientifique, c'est-à-dire d'État totalitaire, est revenue à un État nettement moins totalitaire. Cuba est en train de revenir aussi, Cuba, la patrie de Fidel Castro. C'est-à-dire tous ceux qui ont fait l'expérience par désespoir, en désespoir de cause comme nous, tous ceux qui ont fait l'expérience de l'État totalitaire, qu'on appelle marxiste-léniniste, scientifique, ont dû revenir et se dire finalement c'est la démocratie qui est le meilleur des systèmes. Maintenant, utilisons l'aphorisme sombre de Sir Winston Churchill, ce n'est pas le meilleur des systèmes, c'est le plus mauvais de tous les systèmes, à l'exclusion de tous les autres. Donc la démocratie a des défauts. Et si nous allons du président Nicéphore Dieudonné Soglo au président Patrice Talon, moi j'ai tendance à voir davantage les avantages de la démocratie que ses inconvénients, dont je suis conscient. Pourquoi? J'avais 14 ans, le 1er août 1960, donc j'ai tout vu. J'ai tout vu, oui, même sans guillemets, j'ai tout vu. C'est de Ouida, chez moi, que partaient les militaires pour aller renverser le pouvoir à Cotonou. J'ai assisté, je crois, à 5 coups d'État, dans la joie d'ailleurs, parce qu'il avait de la bonne musique à la radio pendant 3 jours. Et ça ne nous menait nulle part. Puis nous nous disions, mais nous sommes condamnés à n'aller nulle part. Bon, tous les 2 ans, un coup d'État militaire. Je crois que c'est le 5e ou le 6e qui s'est baptisé Révolution. Prêt pour la révolution, la lutte continue. Ah, j'étais passé de l'enfance à l'adolescence et nous nous sommes dit, ben oui, ça y est, nous allons faire la révolution et nous allons enfin nous développer. On ne nous appellera plus enfants malades de l'Afrique. Donc la révolution s'installe, prise en main par de jeunes intellectuels. Et puis, après 2 ans de révolution, dont nous sommes en 1972, après 2 ans en 1974, nous avons décidé qu'il n'y avait pas de révolution sans grammaire, sans un catéchisme pour ainsi dire, et nous avons choisi le marxisme-léninisme. 3 ans plus tard, nous avons changé de nom, ce qui était nécessaire. Alors le marxisme-léninisme nous a enfermés dans une camisole de force. Pour aller vite et bien,
tout est devenu unique. Pensée unique, organisation de la jeunesse unique, organisation des femmes unique, etc., etc., etc. Ceux qui avaient des églises, des mosquées devaient se battre pour continuer à vivre un peu parce que la pensée religieuse n'est pas compatible avec la pensée marxiste-léniniste. Et nous avons vécu le désastre, parce que ce fut un désastre pendant 15 ans, de 74 donc, avec le parti de la Révolution populaire du Bénin, jusqu'en 89, où vraiment on n'en pouvait plus. On est allé à la conférence nationale pour casser, j'allais dire, le mur du marxisme-léninisme et nous retrouver dans le renouveau démocratique. Et j'ai lu il y a un petit mois le petit livre que Adrien Arance-Glélé, à ne pas confondre avec Maurice. Maurice c'est son frère, c'est lui le constitutionnaliste. Adrien Arance-Glélé, ingénieur agronome, qui a été ministre sous Zissou, ministre de l'Agriculture. Il a écrit un livre témoignage où il ne dit pas un mot de bien de la période dite révolutionnaire, ne serait-ce que parce que lui, Adrien Arance-Glélé, grand cadre de la nation, ancien ministre, ingénieur agronome, il n'y en avait pas beaucoup dans le pays, a été condamné à mort sans être passé devant un tribunal, est entré en prison, il est resté 10 ans, on lui a dit un beau matin sortez, sans que sa peine ait jamais été officiellement commuée en peine de prison. Quand on a condamné quelqu'un à mort et qu'on est dans un état de droit, on commue officiellement sa peine en peine de prison à vie. Non, avec beaucoup d'autres condamnés à mort, sans procès, sans qu'il sache ce qu'on lui reproche, 10 ans de sa vie en prison. Alors si vous n'êtes pas un homme solide, quand vous avez passé 10 ans en prison, dans ces conditions, vous en sortez cassé et beaucoup de ses camarades sont morts après la prison. Lui, grâce à Dieu ou à sa force physique, il vit encore. Donc c'est de cela que nous sommes sortis. Et nous qui sommes sortis de cela, moi j'ai pris le chemin de l'exil, comme beaucoup de mes copains, étudiants, jeunes professeurs, on a dit vraiment, on est trop bavard. Ils vont nous jeter en prison et nous allons y mourir ou y dépérir. Alors on est allé en Côte d'Ivoire, ça c'est moi, beaucoup sont allés au Gabon, certains sont allés en France, certains sont allés aux États-Unis. Il fallait fuir le plus loin possible pour que la révolution, le marxisme-léninisme ne nous mette pas la main dessus. Nous sommes tous revenus pour la plupart. Et lorsque vous avez ce parcours que je viens de vous décrire, vous dites, bon, les miasmes de la démocratie béninoise, du président Soglo au président Talon, et puis à je ne sais qui, dans 5 ans ou dans 10 ans, mais c'est rien du tout à côté de ce que nous avons vécu. Donc la démocratie, c'est le meilleur des systèmes, mais elle demande la démocratie à être constamment revisitée. Ce n'est pas un système monolithique. Donc il y a des avancées et puis il y a des reculs, mais les reculs ne sont pas dramatiques parce qu'ils permettent encore d'avancer. En termes de recul, je n'ai pas du tout la même lecture que certains de mes copains. Ils sont tous mes copains, les démocrates par exemple. Pourquoi? Parce que moi, j'avais complètement désespéré de l'avenir de ce pays. Même sous le renouveau démocratique, j'avais complètement désespéré. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, dont la plus importante est que sorti du monolithisme du marxisme-léninisme, le constituant nous a dit, a pensé que ce peuple qui a tant souffert, il faut le libérer complètement. Et devenu complètement libre, nous nous sommes comportés comme des enfants. Ce n'est pas parce qu'il est inscrit quelque part dans la Constitution ou ailleurs
que nous sommes maintenant dans un système de parti, je ne sais plus comment on dit, oui, démocratie intégrale, c'est-à-dire, voilà. Et nous avions 250 partis. Moi, j'en ai douté un peu parce que je dis quand même, on n'est pas sérieux, est-ce qu'on n'exagère pas? J'en ai douté un peu jusqu'au jour où le président Patrice Talon est allé dire, mais oui, nous avons 250 partis à la veille de chaque élection présidentielle ou municipale. Qu'est-ce qu'on fait avec 250 partis? Nous sommes combien? Bon, nous sommes 11 millions d'habitants, 250 partis. Nous sommes 83 députés, 250 partis. Combien de villages? 250 partis. Et je sais à quoi servaient les partis politiques. À recueillir quelques voix, à faire chanter au Parlement, si on y arrive, le président de la République, tu sais, je contrôle mon patelin, je contrôle mon village. Ben, si tu veux que nous soyons derrière toi, ben, fais ceci, fais cela, et le chef de l'État, légèrement démagogue ou très démagogue, sortait de l'argent. Alors, va faire la fête avec tes gens et dis-leur que je suis un bon président. Et le pays ne se développait pas. Le pays ne se développait pas. Il ne pouvait pas se développer. C'est pourquoi, ayant toujours appelé de mes voeux, moi personnellement, je n'ai attendu personne. Je suis quelque part quand même un intellectuel qui observe les choses, qui lit beaucoup et qui réfléchit. Je dis non, ce n'est pas possible. La République fédérale d'Allemagne, à laquelle je suis un peu lié par ma femme et mes enfants, a difficilement 5 partis politiques, pas plus. Il y a le parti de gauche, pour ainsi dire le parti de droite, et il y a le parti du centre, le FDP. Maintenant, il y a un autre parti, plus ou moins de l'extrême droite, qui essaye de venir. Mais la République fédérale d'Allemagne, avec 80 millions d'habitants, n'a pas 5 partis politiques, ou pas tout à fait. Et nous nous permettons de demander à ce pays de nous aider. Les États-Unis, ben chez eux, je crois que c'est sacré, c'est 2 partis. Pas plus, pas un de plus. Et ils sont quand même près de, je ne sais pas combien ils font de millions, 126 millions d'habitants. Bon. Nous n'allons pas dire qu'ils ne sont pas développés. Nous n'allons pas dire que la République fédérale d'Allemagne n'est pas développée. Nous n'allons pas dire que le Canada n'est pas développé. Lui aussi, grosso modo, c'est 2 partis. Nous, 250 partis. On allait nulle part. On allait dans le mur. Et moi, je m'étais dit, bon, tu n'en as plus pour longtemps à vivre. Si de là-haut, tu les verras sombrer. Mais tant et si bien que lorsque Patrice Talon, mon ami devenu depuis 2006, autour de Boni-Yahi, dont on préparait l'élection, lorsqu'il a voulu devenir président de la République, j'ai pris mon bâton de pèlerin. Je suis allé le voir. À Cotonou, je lui ai dit, mais non, jeune frère, tu ne peux pas. Ne te mêle pas de cette affaire-là. Non. Le coton est tombé quand tu es parti, reprends le coton. Puisque tu es revenu par la grâce de Dieu, reprends le coton et puis il faut ajouter au coton quelque chose. Ah, c'est ce jour-là qu'il m'a dit, on mangeait. Il m'a dit avec une détermination à nul autre pareil que non, lui sera président de la République et qu'il l'est déjà. Je dis, ah bon, d'accord. Je suis venu m'asseoir à Ouidah en me disant, ça y est, si c'est lui qui passe, bon, ben, il fera pire que tout le monde. Si c'est un autre, cet autre fera peut-être pire que pire. Bon, mais qu'est-ce que j'ai à... J'allais prononcer un mauvais mot. À 70 ans maintenant, je suis fatigué de tout ça. Faites ce que vous voulez de ce pays. Et puis, petit à petit, il va réviser la Constitution. On lui a dit non, on ne fait pas ça chez nous. Il s'est quand même arrangé pour appliquer son programme dans lequel je n'avais pas vu clair. De toute façon, les programmes politiques ne m'intéressaient plus. Puis ils sont toujours très beaux les programmes politiques. Et dès qu'ils arrivent, ils font tout le contraire de ce qu'ils ont dit. De toute façon, l'un d'entre eux, qui n'est pas des moindres, nous a prévenu. La formule n'est pas de lui, elle est d'un grand Français. Les promesses politiques ou électorales n'engagent que ceux qui y croient. Ah.
il a commencé par prendre des mesures impopulaires. Et je dis c'est la première fois de mon existence politique que je vois un président arriver et commencer par prendre des mesures impopulaires. Est-ce que ça veut dire qu'il va faire du sérieux? Et de fil en aiguille, il a créé la criette. Des gens comme Roger Benyonvi, Alcrère, Martin Assobadi, Alcrère, mon ami Jean-Baptiste Elias, Madame, comment s'appelle-t-elle, Adjaye Sika. Quelle lutte on n'a pas menée contre la corruption. Mais nous avions notre verbe, notre écriture, ça n'impressionnait personne. Il y avait comme un partage des tâches. Benyonvi et consorts, ils n'ont qu'à parler. Nous sommes en démocratie. Nous continuons comme avant. Nous faisons la corruption. Lui, il arrive, il crée une juridiction spéciale pour s'occuper de ce problème. Je dis, ah, il fait tout le contraire de ce que j'avais pensé de lui. Et puis, au forceps, parce qu'il fallait y aller au forceps, il réduit de façon drastique le nombre de partis. Parce que vous croyez que c'est avec de la mollesse qu'on va réformer ce pays? Vous avez déjà réformé quelque chose ou quelqu'un, vous, avec de la mollesse? Ah non, vous pouvez amadouer le type, hein, mais si son pied est gangrené, il ne faut pas lui dire. Il ne faut pas lui dire que vous allez couper ça. Parce que si vous lui dites comme ça que vous allez couper, il va se mettre à raisonner. Est-ce que vous ne pouvez pas faire autrement? Moi, je vais avoir mes 2 pieds. Or, vous savez bien, vous, en tant que médecin, que c'est tout son corps qui va être pris et que c'est sa vie qui va disparaître. Vous l'amadouez, vous le mettez sous anesthésie et vous coupez d'un coup net. Il se réveille, il voit, mais docteur, il va pleurer toutes les larmes de son corps, mais l'essentiel est fait. On a enlevé la gangrène, il peut maintenant vivre avec 1 pied et demi pendant 20 ans, 30 ans encore, pourquoi pas. Et donc, le président Patrice Talon, je le reconnais, il y va au forceps parce qu'on ne peut pas réformer un pays, on ne peut pas réformer une santé dégradée avec du paracétamol. Nous étions, chers amis, nous étions allés trop loin. Et c'est parce que nous sommes revenus un peu brutalement, je le reconnais, nous sommes revenus un peu brutalement à la raison que cela a l'air de nous étonner. Et cela étonne surtout les jeunes gens qui ont 40 ans. Parce que nous venons de très loin. Nous venons d'une très grande pagaille. D'ailleurs, je crois que dans son interview à Jeune Afrique, il a utilisé la formule démocratie pagailleuse. On n'est pas en démocratie pour faire de la pagaille. La démocratie doit être encadrée. Sinon, qu'est-ce qui arrive? Vous ne connaissez pas assez l'histoire. Vous ne connaissez pas l'histoire de la République de Weimar. Les Allemands qui étaient déjà une fédération, sont sortis, pour ainsi dire, du Deuxième Reich, c'est-à-dire du Deuxième Empire. Et ils ont créé la République de Weimar. Weimar, c'est le pays de Goethe, je crois, grand poète. Mais cette république était si pagailleuse. Il avait tellement de partis qu'on ne s'y retrouvait pas. Parce que quand ils ont quitté l'Empire, l'empereur réglait tout, ils s'en sont donnés à cœur joie. Comme nous ici, il s'est passé ce qui s'est passé. C'est-à-dire, la démocratie pagailleuse, c'est l'anarchie. Et l'anarchie produit toujours un dictateur. Et le dictateur, ça a été Hitler. Et le peuple a dit, oui, tu as raison Hitler, mais de l'ordre là. Nous allions droit à une dictature. Avant l'arrivée du président Patrice Talon, un militaire, n'importe lequel, peut-être même un sergent, aurait pris le pouvoir, aurait mis je ne sais pas combien de personnes au poteau, le peuple aurait applaudi, le peuple aurait dit, oui, tu as raison sergent, vas-y, excusez-moi le mot que je vais employer, il nous emmerde. On allait là. Il vaut mieux donc une chirurgie, j'allais dire les yeux fermés, une chirurgie qui ne souffre d'aucune tendresse. Il vaut mieux cette chirurgie-là qu'applique le président Talon que la débâcle dans laquelle nous allions. Ouais.
Vous m'avez mis devant ma bibliothèque et vous me posez une question très très intéressante. Si ce qui se passe aujourd'hui au Parlement ne me gêne pas. Oui, j'ai ici le livre de votre collègue. Non, il n'est pas votre collègue, il est maintenant. Est-ce qu'il n'est pas devenu une espèce d'ancêtre maintenant dans le système? François Aoudou. Il a écrit, je vais vous retrouver la date, il a écrit en 2004, Le mal transhumant, les infidélités politiques dans le Bénin démocratique. Il a parlé essentiellement du Parlement. Il a décrit comment ça se passe au Parlement. Les députés qui se font acheter à 10 millions, je crois. Un jour, on a proposé 11 millions à un certain Azanaï, il a refusé. Bon, bravo. Mais le livre, et j'ai souligné ceci, le livre a été préfacé par mon collègue allemand, parce que moi aussi j'ai été représentant résident d'une fondation allemande, pas la même. C'est la fondation Konrad Adenauer, je crois, oui, qui a financé le livre. Et c'est Klaus Lutzer qui a préfacé. Et Klaus Lutzer, je dis bien, il est étranger au pays. Et en tant que diplomate, il y a pour les diplomates ce qu'on appelle obligation de réserve. Il y a des choses qu'il ne peut pas dire, qu'il ne doit pas dire. Mais cela ne l'a pas empêché de féliciter François Aoudou dans la préface qu'il a donnée à ce livre, de le féliciter d'avoir mis la main, d'avoir mis le doigt sur l'immoralité politique dans son pays, le Bénin. Sur l'immoralité politique dans son pays, le Bénin. Donc, le livre a été publié en 2004, ce qui veut dire qu'en 2003, nous étions déjà dans mon beau pays, le Bénin, dans ce que M. Lutzer a appelé l'immoralité politique. Nous étions en démocratie, d'accord. Elle n'était pas seulement pagailleuse, elle était immorale. Eh bien, s'il faut en passer par ce que vous appelez deux partis acquis au chef de l'État, bon, est-ce que nous sommes toujours en démocratie, oui ou non? Oui, c'est une démocratie un peu resserrée, peut-être un peu trop encadrée. Et nous avions besoin d'en passer par là. Si dans 2 ans, 3 ans, les deux partis acquis au chef de l'État et qui sont au Parlement, si on n'a plus 2 partis, mais si on en a 5 au maximum, faites en sorte, c'est vous qui êtes maintenant, faites en sorte qu'il n'y ait pas plus de 5 partis politiques dans ce pays, bon, dont 2 sont acquis au chef de l'État et dont 3 autres plus ou moins éparpillés et sont acquis à l'opposition. Bon, la démocratie ne sera plus pagailleuse et puis ne sera plus une démocratie trop encadrée. Mais je crois en mon âme et conscience que nous avions besoin de passer par là où nous sommes maintenant pour que le chef de l'État, qui pour une fois a une vision, qui veut aller quelque part avec son peuple, puisse aller là où il veut aller avec son peuple. Mais je crois que ça lui plaît. Et ça plaît au peuple. Voici pourquoi je le dis. On m'a rapporté l'histoire ici, je suis là, j'observe, et puis de temps en temps, on m'apporte des informations. C'est quelqu'un qui est arrivé de Porto Novo, qui m'a dit qu'il était avec un vieux porto-novien, peut-être sans doute aussi vieux que moi et plus vieux que moi, qu'arrivé à un endroit, à Porto Novo, il y a eu une éternité que je n'ai pas mis les pieds à Porto Novo, parce qu'il faut traverser Cotonou. Oh, je ne vais même plus à Cotonou. Arrivé quelque part, il a dit à son chauffeur, arrête. Et il a marché. Il a fait de la marche à pied jusqu'au bout et il est revenu. Il entre dans sa voiture et il dit à son chauffeur, maintenant, vas-y. Son chauffeur n'y comprenait rien du tout. Mais pourquoi papa fait d'abord le chemin à pied, le même? Oui, il paraît qu'il y a là-bas un passage à niveau comme entre Notre-Dame de Cotonou, Notre-Dame de Miséricorde. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Et que le papa a dit à son chauffeur, mon enfant, je n'ai jamais espéré voir ça à Porto Novo de mon vivant. D'accord? Je n'ai pas vérifié
l'histoire. Mais une autre histoire que vous pouvez tous vérifier, les Porto-Noviens sont gens très difficiles, peut-être aussi difficiles que les gens de Ouida. C'est pour ça qu'on dit que les Porto-Noviens et les Ouidanais ne s'entendent pas. Si nous sommes tous de caractère fort, on ne peut pas s'entendre. En tout cas, vous savez que par 2 fois, alors que Patrice Talon n'aime pas ça, les Porto-Noviens sont sortis dans la rue pour dire « Sois remercié, toi, Talon, pour être en train de redonner visage de capitale à notre ville de Porto-Novo. » Parce que tout le monde affirme, pour ne pas énerver les Porto-Noviens, Porto-Novo c'est la capitale. Hein. Une fois qu'on a dit ça, on installe tout dans le bas-fond de Cotonou. Il est le premier président, depuis le renouveau démocratique, à dire mais Porto-Novo est quand même la capitale, nous allons en faire la capitale, même si dans la réalité, c'est Cotonou. Bon. Mais quand même, quelqu'un qui va à Porto-Novo et qui dit mais j'irai voir votre capitale, qui n'aille pas voir un petit village perdu quelque part entre le Nigeria et nulle part. Aujourd'hui, les Porto-Novo sont fiers. Voilà ce qui me fait dire que ce qui se passe plaît au peuple. Ne parlez pas du 2 mai. Ah bon, vous laissez tomber le 2 mai et le 1er mai. Et vous laissez tomber cette date que je n'ai pas retenue. Je pourrais la retrouver. Comment ça, Kélébor, des chasseurs prétendus tels, qui sortent donc de leur brousse. Si ce sont des chasseurs, ils doivent être au plus près des animaux, qui sortent de leur brousse et qui tirent sur les forces de l'ordre. Ah bon? Sommes-nous encore en démocratie? Si vous vous tirez sur les forces de l'ordre, nous ne sommes plus en démocratie. La sécurité du pays n'est pas garantie. Parce que ce sont ceux-là qui nous garantissent la sécurité pour nous permettre d'être en démocratie. Il se trouve que des gens de la police républicaine ont été blessés. Mais il aurait suffi que quelqu'un d'entre eux, quelqu'un de la police républicaine, tire un coup dans le tas et tue un chasseur pour qu'on dise ça y est. Patrice Talon est en train de tuer les gens à Kélibo. On apprend ça ici à Cotonou et les mêmes gens qui s'étaient certainement organisés vont faire lever la soupe et soulèvement populaire. Mais le plus grave encore, l'événement de Kélibo aurait pu dégénérer si les forces de l'ordre, si la police républicaine n'avait pas su raison garder. C'est nous qui avons les meilleures armes, et ils n'ont que des tchakatous. Ils ne peuvent pas faire grands dégâts avec ça. Tandis que nous, avec nos armes, bon, un vendredi saint, je suis catholique, il y a plein de livres de théologie là. Un président que j'aime beaucoup et que j'aime toujours, même si je dis de mon ami Soglo qu'on dirait qu'il a mal vieilli, on a le droit de vieillir et puis même de mal vieillir. Il se retrouve avec le président qui m'a fait ministre, moi, et donc que j'aime beaucoup aussi, un peu moins peut-être que Soglo, se retrouve avec la première dame du Bénin qui était aussi la plus ancienne du Parlement et que tout le monde appelle avec grand respect maman. Ces 3 personnalités respectées se retrouvent à Dantokpa, le lieu le plus dense en population, je crois, du Bénin, et demandent au peuple de se soulever contre Patrice Talon, le chef de l'État. J'allais dire, mes enfants, trop c'est trop. Trop c'est trop. Et donc ce jour-là, le pire a failli arriver. Et une preuve que le peuple aime, puisque c'est sur ça que vous m'avez, pour ainsi dire, titillé, c'est que le peuple n'a pas bougé. Oui, mais le peuple adore Yaïbouni. Hein. Le peuple adore encore plus Soglo. Que dire de maman? Elle a tout le marché, sur tout le marché, ce sont ses filles. Parce que la RB, quand même, a eu dans ce pays 27 députés. C'est grâce à sa popularité. Non, le peuple n'a pas bougé. La foule n'a pas bougé. Bon, il a suffi d'un pétard, mais pour que ces 3 personnalités qui nous ont fait honte, autant qu'elles se sont fait honte, comprennent que non,
le peuple n'allait pas suivre n'importe quelle aventure. Ce qui se passe actuellement a des défauts, mais par rapport à ce qui s'est passé, oh Dieu, s'ils étaient poètes, ils auraient tous dit, après Rimbaud, n'est-ce pas, aux saisons, au château, quelle âme est sang. Vous avez parlé du 2 mai. Le 1er mai, moi, je n'étais pas à Cotonou. Je me demande si je me suis rendu à Cotonou. Bon, mais c'est ici que mes enfants m'envoient des photos à moi et à leur mère, puisque grâce maintenant au smartphone, on peut, et disent de commun accord, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de brûler le Bénin, comme les autres. J'étais déjà malheureux, mais j'ai été plus malheureux encore. Mes enfants qui me disent, mais vous êtes en train de brûler le Bénin. Non, ce n'était pas le Bénin qui brûlait. Pour eux, à l'extérieur, c'était le Bénin qui brûlait. Mais pour moi, à Ouida, où rien ne brûlait, c'était Cotonou qui brûlait. C'était le 1er mai. C'était le 1er mai. Et les forces de l'ordre n'ont pas bougé. On a brûlé des voitures, on a brûlé ci, on a brûlé ça. Bon, les forces de l'ordre n'ont pas bougé. Ça a recommencé le 2 mai. Parce que ce qu'on a souhaité le 1er mai ne s'est pas passé. On a recommencé le 2 mai. Et alors là, trop, c'est trop. Il a fallu tirer dans le tas. Parce que l'État n'assure pas que notre liberté d'aller et de venir, ben, si nous pouvons aller et venir à notre guise, c'est parce que notre sécurité est garantie. Et je connais ça. La première fois qu'on a tiré sur nous, on n'a pas tiré sur nous, ils nous ont envoyé ces gaz-là. Mais on manifestait contre Kérékou, lutte contre la corruption. Il fallait nous voir courir. Mais vous voyez le feu sous vos pieds, vous dites, mais non, on n'est pas venu pour ça, nous voulons marcher seulement. Oh, ils ont reçu l'ordre de stopper la marche. C'est leur job. Ils vous envoient le feu sous les pieds. Et tous les journalistes, à l'époque, on dit, ah, le professeur Bouillonville a fui. J'ai dit, non, 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 je n'ai pas fui, j'ai pressé le pas. Non, j'ai pressé le pas. Vous voyez le feu sous vos pieds, mais vous reculez. Vous reculez. Et donc, le 2 mai, si moi j'avais été à Cotonou, mais rien ne me serait arrivé. Si j'avais été à Cotonou et que je m'étais mêlé aux manifestants anti-talons, rien ne me serait arrivé. Pourquoi? Parce que dès que les premiers tirs ont retenti, moi je prends mes jambes, j'aurais archi pressé le pas. Parce que ces gens-là, ils ont appris à assurer la sécurité. Assurer la sécurité, ce n'est pas tirer sur la foule, ce n'est même pas envoyer des gaz. Mais parfois, lorsque ces forces de l'ordre risquent d'être débordées, elles sont bien obligées d'y aller de façon claire et nette. Vous ne voulez rien comprendre. Nous sommes en démocratie. Nous avons élu un président pour 5 ans. Vous voulez maintenant, cette nuit, le renverser? Non, ce n'est pas ça la démocratie. Vous attendez les prochaines élections présidentielles pour lui dire ce que vous voulez lui dire, mais ce n'est pas aujourd'hui. En démocratie, on ne se lève pas parce qu'on est ancien président de la République, on se réunit chez un autre ancien de la République parce qu'on est mécontent et parce qu'on a des amis qui ont dû prendre le chemin de l'exil, on est mécontent, alors on soulève le peuple. Et quel peuple on soulève? Pourquoi ils ne sont pas allés me chercher, moi? Pourquoi c'est les pauvres Zémou ou des pauvres gens habillés en Zémou qui sont soulevés? Les leaders de l'opposition qui dénoncent une carte ou bien une charte d'exclusion sont de mauvaise foi. Et je vais vous l'expliquer en prenant un exemple. La France a un parti d'extrême droite qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et qui pourrait même parvenir au pouvoir. C'était dirigé par le père, c'est maintenant dirigé par la fille Marine Le Pen. Ces gens ne croient pas à la démocratie. Ils ne croient pas à la République, c'est leur droit. Et il y a beaucoup de Français qui les écoutent, qui disent, mais la classe politique traditionnelle est pourrie, elle nous ment. Toi, Marine Le Pen, si tu viens au pouvoir et que tu fais ce que tu dis, ce sera formidable. Adieu l'Europe, adieu l'euro, nous allons reprendre notre franc, et puis voilà,
un seul homme, une seule femme, un seul chef. Marine Le Pen ne croit pas à la République. Mais attention, elle est en République et même en démocratie. Et pour se présenter, elle a besoin de parrainage, du parrainage des maires républicains, du parrainage des députés républicains, du parrainage des élus républicains, parce qu'elle n'a pas suffisamment d'élus dans son propre camp pour la parrainer. Bon, les gens traînent un peu les pieds. Elle finit toujours par avoir le nombre de parrains qu'il lui faut pour aller déposer son dossier de candidature. Parce que les députés français comme les députés béninois sont au service de la nation. Cette dame-là est à la tête d'un parti qui ne croit pas à la République. Mais nous qui croyons à la République et à la démocratie, nous devons laisser tout le monde s'exprimer. La République, c'est la res publica, la chose publique. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple. Si les Français veulent mettre Marine Le Pen au pouvoir, ils n'ont qu'à mettre Marine Le Pen au pouvoir. Et ils verront ce qu'ils verront. Mais nous, là, nous allons les combattre. On va combattre Marine Le Pen. Eh bien, les députés béninois, les maires béninois, donneront le quitus, si c'est ainsi qu'il faut l'appeler, parce que le mot quitus est devenu un mot, donneront le quitus du parrainage à tous les candidats qui auront rempli les conditions par ailleurs fixées pour se porter candidat. Pourquoi? Parce qu'il est quand même temps que nous nous respections, que nous commencions à nous respecter. Il y a des Béninois qui deviennent candidats à la présidence de la République en sachant très bien, un, qu'ils n'ont aucune chance d'y parvenir, et puis deux, ils feront chanter le chef de l'État. Tu sais, j'ai eu 2% des voix. Si tu veux ces 2%-là, promets-moi un poste ministériel ou un poste d'ambassadeur. Et puis deux, désormais, ils ont sur leur carte de visite, parce que les Béninois aiment bien les choses ronflantes. Ancien candidat à la présidence de la République. Alors vous présentez ça quelque part à un Italien ou bien à un, je ne sais pas qui, à un Latino-américain oui, qui ne connaît pas la situation en Afrique et qui a entendu dire que le Bénin, dont la démocratie était pagailleuse, avait la plus belle démocratie au sud du Sahara. Ah, vous avez été candidat à la présidence de la République. C'est bien, ce poste-là, nous allons, voilà. Alors là, il ne faut plus qu'il y ait 30, 70 candidats à la présidence de la République, c'est-à-dire un candidat par département. Ce n'est pas sérieux. Il faut que les conditions soient telles que n'importe qui ne puisse pas les remplir. Mais tous ceux qui auront pu remplir les conditions, j'ai plusieurs Bibles là, dont l'une est en fond. Je peux vous jurer sur n'importe laquelle des Bibles que faisant leur devoir de représentants de la nation, ils donneront le quitus. Bon, moi, je ne peux plus l'avoir parce que la Constitution m'interdit. Je crois que le chef de l'État, dans son interview à laquelle nous avons fait allusion deux, trois, quatre tout à l'heure, a dit à propos de ce problème qu'il fera tout ce qui est en son devoir pour que ceux qui auront rempli les conditions requises obtiennent le parrainage. Mais il n'a pas besoin de le dire. Il y a des conditions pour obtenir. Vous voulez devenir président de la République, pas de problème. Vous fournissez tel papier, tel papier, tel papier, tel papier, tel papier. Vous allez voir, je ne sais pas qui, le ministre de l'Intérieur ou mon ami Thiando Emmanuel. Thiando Emmanuel vous dira, oui monsieur, il manque un papier. Mais tant que moi je n'ai pas ce papier, si c'est lui ou le ministre de l'Intérieur, tant que je n'ai pas ce papier, vous n'obtiendrez pas votre parrainage. Voilà, c'est aussi simple que ça. À l'université, ma foi, que je connais par cœur, il y a des unités qu'il faut avoir accomplies, auxquelles il faut avoir satisfait pour avoir sa licence. Mais sinon, vous faites passer quand même en année supérieure. Et puis on vous dit, mais attention, telle matière que vous avez faite cette année et pour laquelle vous n'avez pas eu la moyenne requise, mais vous allez devoir la reprendre. Il y a des règles partout. Alors, pourquoi n'y aurait-il pas des règles en démocratie, en politique démocratique? Il y a des règles partout. Vous prenez la petite université, si petite soit-elle cette université, on dit, vous passez en année supérieure, mais telle et telle matière de l'année inférieure, vous devrez les reprendre. Alors, ça lui fait du travail en plus.
pauvre étudiant. Il n'a pas seulement les matières de l'année Y à étudier, il a aussi quelques matières de l'année X. Et c'est normal, l'étudiant ne proteste pas, il trouve que c'est normal. Ils n'ont rien à craindre. Si jamais ils avaient matière à s'inquiéter, dites-leur, si vous les connaissez, d'aller me voir, de me présenter la liste des pièces exigées pour être candidat. Ils n'ont pas 70 ans. Bon, la liste des pièces exigées pour être candidat, à commencer par le jugement, pas supplétif, même supplétif, on va le prendre, et de me présenter leur liste à eux pour que je compare. Je vais comparer. Ah, je dis, on ne vous a pas autorisé à être candidat. Alors il y a quelque chose qui cloche. Je vais jouer de ma note. Je vais écrire une chronique. Envoyez-moi les démocrates et qu'ils me démontrent par ces deux pièces qu'ils ont rempli toutes les conditions. Parce que je ne sais pas quelles sont les conditions qu'on leur a imposées. Mais moi, je ne peux pas avoir un parti politique. Parce qu'on ne m'empêche pas, malgré mes 70 ans passés, d'avoir un parti politique. Mais je ne peux pas en créer un. Parce qu'il faut que je sois représenté dans les 77 communes et ce n'est pas une personne. Vous savez comment ça se passait avant? J'ai eu une amie philosophe. Bon, elle est prof de philosophie, elle est maintenant à la retraite. Son mari, grand politicien. Elle me dit, Roger, tu sais quoi? Je dis non. Je suis membre du parti de mon mari à Tokuntuna ou à Nati Tengu. Je dis, comment ça se fait? Il dit, non, je viens de lire ça sur le papier parce qu'il a besoin d'avoir 2 ou 3 personnes dans les 77 communes. Bon, mais là, mettez mon ex-femme. Et l'ex-femme apprend qu'elle est membre du parti de son mari, mais à Nati Tengu ou à Djougou. On se prend au sérieux ça? On prend la démocratie au sérieux? Non. Maintenant, il faut qu'on fixe les règles. Il faut que les personnes que vous avez citées, qui sont membres potentiels de votre parti, il faut qu'on puisse vérifier qu'ils existent, que ces personnes existent, qu'elles ne sont pas mortes. Alors si c'est des conditions de ce genre qu'on a imposées pour que X puisse se porter candidat à la présidence de la République, alors peut-être qu'il n'y aura pas cette fois-ci 26 personnes pour remplir ces conditions afin qu'on n'ait pas 26 candidats. On va faire quoi de ces 26 candidats? Et je crois qu'il est allé un peu au-delà de ses forces, de son pouvoir d'hypnotisation des Béninois. Dans sa tête, il allait mettre ça dans la Constitution. Le mandat unique serait constitutionnel. Il avait dit à Paris, où il a annoncé sa candidature, ce qui m'a fait comment? Toi, président de la République, on va voir ça. Il mettrait ça dans la Constitution. Je ne suis pas entré dans sa tête, mais est-ce que le mandat unique n'aurait pas été augmenté de 2 ans ou d'1 an, mettons 2, pour faire mandat unique de 7 ans? Ça, je ne sais pas. Il introduit la demande de révision de constitution et vous vous rappelez ce fameux cri? Non. Moi aussi, j'ai pris l'argent. Je ne vais pas insister sur la personne qui a poussé ce cri malheureux, parce que c'est une personne immensément respectable. J'ai pris l'argent, mais je n'ai pas fait le job. Parce que j'imagine que le président Talon, venant d'arriver, on lui a dit, ce député-là, voilà. Alors, vous prenez l'argent et vous ne faites pas le boulot pour lequel vous avez pris l'argent. Ça, c'est triste. On aurait dû répondre à cette dame-là l'argent qu'il a pris. Donc, le boulot n'a pas été fait. Et il s'est retrouvé avec la même constitution. Je ne sais pas comment il s'est arrangé pour commencer quand même à faire des réformes. Parce que réformer ce pays, j'allais dire ce n'est pas facile. Je croyais que ce n'était pas possible. Il a commencé à faire les réformes. Vous voyez. Donc, sur la base de cette constitution qui a gardé le mandat renouvelable une fois. Et lui, il a été obligé de cadenasser une fois qu'il a compris que ce qui faisait peur aux Béninois, ce n'est pas le mandat unique. Le mandat unique, il va faire vraiment un mandat unique et partir. Les autres ont fait 2 et ont voulu rester pour faire 3e et le transformer, le 3e et le transformer en mandat à vie. Que la Constitution reste ce qu'elle est. Non seulement la Constitution reste maintenant ce qu'elle est avec un mandat de 5 ans.
renouvelable une seule fois, mais de toute votre vie. De toute votre vie, même si vous avez fini le second mandat à 40 ans, ce qui est impossible parce qu'il faut avoir 40 ans au moins pour se porter candidat. Si vous avez fini le second mandat à 50 ans, c'est fini. Allez faire autre chose maintenant. Ne dites pas je suis encore jeune, j'ai encore plein de vigueur, j'ai encore plein d'idées pour ce pays. Non. Vous avez fait 2 mandats à 50 ans, vous partez. Ah non, ne me demandez pas si je le soutiendrai. Mais j'attends qu'il ose dire. Attendez, j'attends qu'il ose dire qu'il ne veut pas le second mandat pour retourner le voir à Cotonou. J'étais allé te voir, genou frère, pour te dire, n'y va pas. Maintenant, je viens te dire que tu dois y aller. Parce que jusqu'à toi, on nous a fait des promesses qu'on n'a pas tenues. C'est avec toi que des promesses commencent à être tenues par toi, qui les a faites ou qui ne les a même pas faites. Alors nous sommes en démocratie. Le peuple, par ma voix, parce que sorti de sa maison, j'irai ameuter le peuple ensuite pour dire je suis allé le voir. Cette fois-ci, je suis arrivé à le convaincre de revenir pour 5 ans au moins. Vous ne savez pas, vous, jeunes, vous ne savez pas ce que c'est que vous savez peut-être ce que c'est que de redonner confiance à quelqu'un qui a perdu confiance en lui-même. Maintenant, vous lui démontrez qu'il peut. Ah, mais oui, je ne savais pas que je pouvais, mais parce que c'est toi qui le dis et qui me le prouve, je vais y aller. Redonner confiance à tout un peuple. Lui démontrer qu'il peut se développer, contrairement au sentiment qu'on a créé chez lui jusqu'à présent. Mais c'est énorme, c'est énorme. Je ne suis pas le pape François. Sinon, il fait partie des gens, Talon, il fait partie des gens que je canoniserais vivants. Mais pour dire non, voilà des gens à prendre comme... J'aurais canonisé aussi, avant sa mort, comment il s'appelle, deux autres Africains, hein, même trois autres Africains. Thomas Sankara, bel exemple de belle gouvernance. L'autre, j'espère que, bon, même si l'Église catholique ne le canonise pas, il est 5 ans au ciel. Le Sud-Africain, comment il s'appelle? Et quelqu'un auquel on ne pense pas souvent, c'est Jerry Rawlings, qui vit encore, dont vous ne connaissez pas les 2 histoires. Le jeune capitaine métis descend de son avion et met au poteau tous les anciens politiciens militaires qui ruinaient le beau pays de l'Osagefo, de Kwame Nkrumah. Et il remonte dans son avion. Non, non, je ne veux pas du pouvoir. C'est vous les politiciens qui devez faire de la politique. Mais je suis venu balayer la maison et je m'en vais. Mais attention, si vous recommencez, je reviens. Ils ont recommencé, il est revenu. Il a tenu le Ghana pendant 20 ans et le Ghana s'en est trouvé changé. Il ne passait pas son temps à aller en Europe. Je me demande s'il n'est jamais allé en Grande-Bretagne, dont son père est originaire. Non, ce qui l'intéressait, lui, c'était le Ghana. Le Ghana à métamorphoser, le Ghana à rendre beau et bon. Il s'en est occupé pendant 20 ans, dans le cadre d'un parti. S'il avait même un parti unique, non. Allez, on avance. Il avait de la bonne volonté. Les Ghanéens ont bien vu ça. Ils ont dit, mais non, comme diraient les Américains, c'est un good guy. C'est un bon Ghanais. De tout bord. Ben, qu'il fasse en sorte que plus aucun journaliste d'investigation n'ait à écrire un livre à la fois aussi cruel et aussi vrai. C'est 205 pages de vérité noire sur notre Parlement, c'est-à-dire sur nos politiciens. Et il n'y a jamais eu la moindre tentative de la part de ces politiciens d'intenter un procès à François Aoudou. C'est que tout ce qu'il a dit là-dedans est vrai, démontré point par point. Et bien que nos politiciens fassent en sorte qu'il n'y ait plus aucun François Aoudou qui écrive un livre aussi mauvais, mais aussi vrai.
sur l'immoralité politique dans notre pays. Voilà ce que j'ai à leur dire.